Un auditeur nous écrit... Christian Page, j'ai dit, il est vraiment bon, Christian Page. Il est capable de parler spontanément du jeu Ouija sans s'être préparé. Wow! C'est vraiment drôle parce que c'est ça, pour ceux qui viennent de se joindre à nous en fin de semaine avec ma soeur pour rire un peu, ma soeur et son chum, ils sont arrivés, je les recevais à souper, ils sont arrivés avec une plaque de Ouija. Puis là, c'est comme, OK, on va souper, on va essayer ça après. Puis tu sais, on n'y croyait pas trop. Puis on a quand même décidé de se mettre dedans. Tu sais, je pense que c'est divertissant, mais il y a des personnes qui ont réellement peur de ce jeu-là. Est-ce que ça vaut quelque chose ou pas? Christian, c'est quoi l'histoire de ça? Il faut séparer le mythe du vérifiable. Donc, ce que l'on sait à propos du Ouija, c'est que ça fonctionne. Donc, généralement... Attends, ça fonctionne? Quand les gens sont déterminés à suivre les recommandations, place le Ouija dans un contexte, on le place sur les genoux, 2 joueurs, donc on suit les règles. Il n'a pas les coudes sur la table. Donc, généralement, le Ouija va fonctionner. Donc, le mobile, cette fameuse goutte d'eau au centre du Ouija, encore une fois, faut-il le dire, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on a vu apparaître le mouvement spirit. Les gens commençaient à communiquer avec les morts. Et à partir de là, on a développé une religion autour de ce mouvement spirit, qui est le spiritualisme. Mais on donnait, quand on communiquait avec les esprits, on leur demandait de donner des coups dans les tables. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Mais si on demandait d'épeler des noms, si le type s'appelait Zacharie, c'était un peu long à épeler. Donc, on a développé le Ouija. Pas nécessairement dans la forme qu'on le connaît, mais assez semblable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça a été développé dans la deuxième moitié du 19e siècle. Est-ce que le jeu que tu as utilisé, il a été commercialisé sous cette forme-là dès la fin des années 1890. Mais là, on va se le dire, c'est du plastique puis du carton. Là. Il y a rien Qu'est-ce qui se produit? Ce qui se produit sur le plan scientifique, on est tous inconsciemment, à partir du moment où on place nos doigts sur le Ouija, on est tous inconsciemment, on a tous une réponse. C'est-à-dire, si tu poses une question, êtes-vous morte dans cette maison, par exemple? L'esprit, êtes-vous là? Oui, bon, parfait. Êtes-vous morte dans cette maison? Inconsciemment, parmi les joueurs, il y a des gens qui vont déjà s'être formulé la réponse. C'est oui ou c'est non. Oh, oui, Et à partir du moment où on formule inconsciemment la réponse, il y a un mécanisme bien connu des scientifiques qui s'appelle le mécanisme idéomoteur. C'est-à-dire que notre cerveau envoie des éléments chimiques pour que finalement ça aille vers la réponse qu'on a inconsciemment choisie. Donc, ce mécanisme idéomoteur, il est bien connu, bien identifié. Ça relève de l'inconscient et non pas du monde des esprits. Ce qui veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui la pousse. Voilà. Même si on demande... Et tu as tout à fait raison. Et même si on demande aux gens, est-ce que tu pousses? La réponse est non, parce que c'est un mécanisme inconscient. On s'en rend pas compte. Voilà, c'est un mécanisme idéomoteur. Et à preuve que c'est ce mécanisme, quand on a les yeux dégagés, puis on participe au Ouija, on demande, bon, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marcel. Mais si tu bouches, si tu bandes les yeux des participants, Marcel devient... Nous, on fermait nos yeux en fin de semaine. Et donc, là, ça ne fonctionne plus. Ouais. On voit bien que les participants doivent voir la planchette pour guider le mobile. Donc, on a tout cet aspect-là qui est assez bien identifié par les chercheurs. Donc, mécanisme idéomoteur, inconscient, et c'est ce qui produit les mouvements sur le Ouija. Quand tu dis, parce que tu as commencé avec ça en disant « ça fonctionne, le jeu », oui, ça fonctionne, mais ça ne veut pas dire que c'est un esprit qui est là, qui parle au travers de l'énergie de nos mains pour nous guider vers des réponses. C'est que c'est nous qui décidons des réponses. Donc, la position de la communauté scientifique dans le Ouija, ça fonctionne, mais c'est notre inconscient qui dicte les réponses qui sont dictées sur la planchette. Donc, les esprits n'ont rien à voir là-dedans. Et là, on a un autre côté, le côté folklorique, le côté mystique. Donc, oui, ce sont des esprits qui communiquent. Et il faut le dire, le Ouija a eu plutôt bonne réputation jusqu'aux années 70, mais en 1971, sort aux États-Unis le roman L'Exorciste, qui est adapté en 1973 au cinéma. Et la planchette Ouija joue un rôle important dans cette histoire-là. Si, pour les gens qui nous écoutent, ceux qui ont vu le film, on se rappelle peut-être que Linda Blair, qui joue Regan McNeil, la jeune fille, l'adolescente possédée, on se rappelle qu'au tout début, l'esprit, en fait, elle ouvre la porte à l'esprit malfaisant en jouant au Ouija qu'elle appelle le capitaine C'est-Tout. Donc, elle joue au Ouija et elle dit à sa mère, « Ah oui, le capitaine C'est-Tout », elle a commencé à se livrer au Ouija et peu à peu, on voit de manière crescendo la possession de la jeune Regan McNeil. C'est présent dans le roman, c'est présent également dans le film. Et quelque part, ça a joué, parce qu'il faut savoir que le film L'Exorciste et le roman sont basés sur une véritable histoire
de possession diabolique qui s'est produite aux États-Unis en 1949. Et ça s'est produit dans un milieu où les gens s'adonnaient au spiritualisme et utilisaient le Ouija. Donc, tu vois, même dans la réalité, comprends. le Ouija a joué un rôle aussi, un rôle plutôt négatif et malfaisant. Donc, aujourd'hui, quand on parle avec les gens, on parle du Ouija, les gens auront tendance à dire « Ah, moi, ça, je ne veux pas toucher à ce jeu-là, c'est malfaisant. » Et l'autre problématique, beaucoup de gens, probablement parmi les gens qui nous écoutent, racontent avoir vécu des expériences. Je peux-tu t'en lire quelques-unes? Vas-y. Parce qu'on en a d'auditeurs. Là. Les lumières ont coupé dans la maison. Oui. Avec mes amis, on a hurlé notre vie. Mes parents sont descendus dans ma chambre. Ma mère était fâchée sans bon sens. Elle m'a dit quelques années plus tard qu'on était la seule maison sur la rue à avoir manqué d'électricité. J'ai dormi des mois avec la lumière ouverte. Là, je te vois réagir. Il y en a des histoires comme ça. J'ai demandé à Ouija quand mon grand-père allait mourir. Réponse dans 1 semaine. Il est décédé 8 jours plus tard. Un autre, c'est tellement dangereux. C'est Anne qui nous écrit ça. Ouija est un passage pour le malin et ensuite des esprits mauvais peuvent rester auprès de nous. J'ai joué avec ça et le Ouija et la goutte d'eau est montée en l'air à 40 pieds dans les airs et personne n'avait levé son bras dans les airs. Donc, elle dit personne n'a lancé. Tu veux réagir aux Oui, parce histoires-là? que justement, quand on regarde dans le domaine du paranormal, on a cet univers de l'anecdote et plein de gens ont vécu ces expériences-là. Et la question ici n'est pas de remettre en question ce qu'ils racontent. Ils ont vécu ces expériences, ils les racontent spontanément telles qu'ils les ont vécues. La problématique ici, c'est de faire coïncider ces anecdotes avec le laboratoire. Lorsqu'on amène le Ouija en laboratoire, et crois-moi, ça s'est fait à maintes reprises avec des scientifiques, des parapsychologues qui ont voulu essayer de comprendre quels étaient les mécanismes, ce phénomène anecdotique ne se produit jamais. Donc, c'est toujours dans un sous-sol, les lumières tamisées, où les phénomènes, semble-t-il, malins, diaboliques se produisent, mais en laboratoire, sous la lumière crue des laborantins, ça ne se produit pas. Donc, il faut faire une distinction entre ce que l'on raconte à propos du Ouija et ce que l'on peut vérifier en laboratoire. Ouais. En laboratoire, on pourrait peut-être mettre des petites chandelles puis un peu de tamiser la lumière mais là, tu pour vois, les attirer. Ici, on aborde une des grandes problématiques dans l'univers de la parapsychologie. Hein, c'est assez complexe, mais on se demande si le contexte émotif ne joue pas un rôle. Par exemple, des médiums. Hein, lorsqu'on amène des médiums en laboratoire, généralement, ils performent de manière très médiocre. Et pourtant, sur le terrain, on a l'impression que lorsque les policiers font appel à eux, les gens vont prendre des vêtements qui ont appartenu à une victime ou à une personne disparue et ils vont fournir une information qualitative. Pourquoi est-ce que ça fonctionne sur le terrain et pourquoi ça ne fonctionne pas en laboratoire? Les sceptiques vont dire, parce que sur le terrain, c'est plus facile de tromper les gens. C'est vrai. Mais en même temps, le contexte émotif peut jouer un rôle. C'est beaucoup plus émotif être sur le terrain à toucher des vêtements d'une victime que d'être dans un laboratoire froid avec un laborantin qui tape du pied. Et ce contexte émotif joue peut-être un rôle. C'est possible. Christian Page, merci encore d'avoir été là cette semaine.